Bonsoir à toutes et à tous. Alors que l'échéance présidentielle de 2025 approche à grands pas, une vague de voix s'élève dans le silence présidentiel. Et ces voix sont celles d'intellectuels réunis au sein du collectif d'intellectuels patriotes pour le Cameroun, en abrégé CIPACAM, qui, dans une correspondance signée, invite le président Paul Biya à faire preuve de sagesse et de responsabilité en renonçant à briguer un nouveau mandat. Ceci exhorte le chef de l'État sortant à privilégier la paix et la réconciliation nationale plutôt qu'à songer à une nouvelle candidature. Cette correspondance signée par plusieurs intellectuels camerounais issus d'organisations diverses, a lancé un appel clair et courageux à l'endroit du président Paul Biya, lui demandant de ne pas se représenter. Ce plaidoyer empreint d'inquiétude, de sincérité et de réflexion soulève des questions fondamentales sur la gouvernance, le renouvellement politique et la volonté populaire. À l'heure où le pays se prépare à cette échéance électorale délicate, sur le grand plateau ce soir, il est essentiel d'ouvrir le débat sur les enjeux et d'encourager une réflexion collective sur la direction que doit prendre notre nation dans un contexte où l'avenir du Cameroun se joue peut-être au détriment du peuple. Alors, cette lettre est-elle un simple cri d'alerte ou le signal de quelque chose? Et surtout, Paul Biya écoutera-t-il cet appel venu de l'élite intellectuelle du pays qu'il dirige? Les réponses à ces questions sont à suivre dans une quinzaine de minutes, juste après le journal qui s'ouvre à cet instant. Bienvenue à tous. Carnage sur la route des Kona. La population des Kona Bengue appelle le ministère des Transports à renforcer les contrôles de sécurité routière le long de la route des Kona dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Cet appel intervient moins de 48 heures après un accident mortel impliquant un bus de transport public et un camion qui ont fait 7 morts. Bien que la cause de l'accident reste à déterminer, des témoins et des habitants l'attribuent à un excès de vitesse, une pratique courante chez les conducteurs empruntant cette route par crainte des attaques de combattants séparatistes armés. Fondredi Marquez pour les détails. The fatal road accident that occurred on Wednesday, July 9, 2025 in Kona Bengue has been described as a heart-wrenching incident that has left many perplexed. Witnesses recounting the tragic accident say a public transport bus which left Kumba bound for Limbe was involved in a collision with a truck transporting goods. The truck lost control and collided with the bus that had departed from Kumba, carrying 10 passengers. 7 tragically lost their lives and 2 sustained grievous injuries. All the injured were transported to the hospital. While the cause of the car crash is yet to be established, witnesses have attributed it to excessive speed, a common issue among drivers using that road, and added that many of these drivers drink before driving. Don't know what happened with the camion, because if you see the terrible speed where they pass, even in a snake or not. Trucks that ply this road often drive at excessive speeds, making it seem like they are in a war zone. I'm baffled by their behavior. There is a road safety team in place, and they should be deployed to regulate these reckless drivers. Some of these drivers drink on the job. The injured victims are receiving medical care in nearby hospitals in Moyoka, while family members of the deceased victims are wailing over the loss of their loved ones. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Et on reste sur la voie publique où les usagers de la route et les habitants de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, réclament la reconstruction de la route
Edea Dizangue-Mwanko, longue de 50 km. Ils affirment que l'état lamentable de la route a des conséquences néfastes sur leurs moyens de subsistance. Avec la relance des travaux, le maire de Dizangue, lors d'une récente séance du conseil municipal visant à adopter le budget 2024, a exhorté les conseillers à se mobiliser pour faciliter la réalisation du projet. Fondredi Marquez nous en dit davantage. The deplorable state of the Edea Dizangue-Mwanko road continues to be a nightmare for commuters and inhabitants in the area who say the situation requires urgent attention. Je vous dis que nous ne respirons plus sur cette route. Si ce n'est que l'eau, moi, ma propre maison était devenue un magasin. J'ai appelé un huissier, on a fait un constat, un magasin de toute cette merde-là. Soi-disant, les caterpillars, on va goudronner la route, ils ont creusé les carnivaux qui n'ont abouti à rien. With heavy-duty trucks plying the road, exacerbating the road conditions, especially during this rainy season that brings mud. Nous avons affaire à des gros charges, gros porteurs de plusieurs tonnes qui rendent la route impraticable. Moi, je suis passé en voiture avec beaucoup de difficultés, mais nous avons des vieilles personnes qui sont assises sur des motos, il y a des piétons, même à pied, c'est impraticable. Qu'ils viennent eux-mêmes, c'est tout ce qu'on peut leur dire. Puisque dans les bureaux, on ne peut rien résoudre. Ils doivent descendre sur place pour venir voir le drame que nous vivons sur les routes. During a recent Ordinary Council session aimed at adopting the 2024 budget, the mayor of Dizangue, Devet Minkawanda, urged all municipal councillors to put their hands on deck to ensure the success of the 5 billion CFA France project. Si nous faisons de la mauvaise communication sur ce projet-là, il est risqué de nous créer de nombreux problèmes, alors que les pouvoirs publics ont pris de pleines mesures pour que le financement mis pour cette route-là soit exécuté, bien que de manière en retard, mais sera effectif. Nous avons toutes les assurances là-dessus. The realization of the Edea Dizangue Road project was slowed down due to the cancellation of the contract as a previous contractor failed to execute the work. With the relaunching of the project, the mayor is calling on the population to be patient. Au Parlement, la deuxième session ordinaire de l'année législative 2025 s'est achevée ce mercredi 9 juillet à l'hémicycle du Palais de Verre Paul Biya. La cérémonie de clôture, présidée par le très honorable Cavaillé Yegré Dibri, l'a permis de dresser le bilan des travaux parlementaires menés durant les 30 jours d'activité. Parmi les faits marquants, l'organisation du 5e congrès du Parlement, l'adoption de 3 projets de loi, des activités de terrain ainsi que des débats sur des questions majeures comme la réforme du manuel scolaire, la lutte contre le tabagisme, les violences basées sur le genre et la corruption. Le président de l'Assemblée nationale a également attiré l'attention sur la présidentielle à venir, appelant les citoyens à une participation massive dans un esprit de responsabilité et d'unité nationale. Autre moment clé, c'est l'adoption du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2026-2028 qui a suscité de vives réactions, notamment dans les rangs de l'opposition. Écoutons à ce propos quelques députés qui s'expriment sur la question au micro de Julien Bapungé. Vous savez que le Cameroun a souscrit à des cofinancements pour certaines filières, notamment sur l'approvisionnement des vaccins. Il faudrait donc que le Cameroun puisse régulariser sa dette. Il était question d'interpeller le gouvernement à cette question-là et le gouvernement a dit avoir pris acte et nous espérons que toutes les recommandations que nous avons faites, celles que nous avons faites et celles que nos collègues ont faites, retiendront l'attention de ce gouvernement et que le budget sera un budget qui va épouser aux réalités de ce qui se pose au niveau des besoins et des attentes des populations. Ils savent au niveau du ministère des Finances, ils savent au niveau du ministère de l'Économie ce que le Cameroun est capable de produire en termes de recettes non fiscales. Or, ils peuvent savoir que bon, ça peut produire 1000 milliards, alors venons seulement déclarer que c'est possible de réaliser 600 milliards. Et maintenant, quand on réalise 1000 milliards, les 400 autres milliards, ça prend des chemins qu'on ne connaît pas.
Mais on va nous apprécier sur la prévision de 600 milliards parce que nous avons prévu 600 milliards et réalisé 599,599 milliards. On va applaudir. Mais on réalise ça sur un potentiel de combien? C'est ça notre souci. On n'est pas satisfait dans la réponse que le ministre nous a donnée. Presidential Minutes. Et ce 34e numéro des Minutes présidentielles s'intéresse à la manipulation. L'une des situations auxquelles les citoyens sont exposés en période électorale, c'est celle d'être manipulés. Sans être forcément péjorative, la manipulation est une technique qui fait corps avec la démarche des hommes politiques sur le chemin de la conquête des électeurs. Ces derniers doivent-ils s'en mêler ou se laisser aller, puisque de toutes les façons, il va falloir qu'il fasse son choix au cours du scrutin. Roland Tapi. Simplement défini, la manipulation désigne l'action d'influencer quelqu'un, souvent de manière insidieuse, pour qu'il agisse d'une certaine manière sans en avoir conscience ou qu'il y consente librement. Cela peut impliquer des techniques de persuasion, de suggestion ou de tromperie. Les politiciens en général font constamment recours à cette technique avec pour objectif d'engranger le maximum de votes. Il est d'ailleurs admis qu'en politique, la manipulation fait référence à l'utilisation des techniques de communication et de persuasion pour influencer les opinions, les attitudes et les comportements des citoyens de manière trompeuse ou déloyale, souvent dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Cela peut se manifester par la diffusion de fausses informations, la déformation de la réalité, l'exagération ou l'utilisation d'émotions fortes pour manipuler les réactions du public. Sur des images de campagne de l'élection 2018 par exemple, on peut voir Cabral Libi assis à même le sol parmi une population Haoussa, Akerimona sur une moto comme un passager, Maurice Kamto le pantalon retroussé en train de patauger dans les eaux d'inondation, ou Paul Biya assis au bois Sainte-Anastasie entouré de sa famille comme un bon père aimant. Ces images n'ont qu'un seul but, faire croire aux citoyens que les candidats à l'élection présidentielle qu'ils sont des êtres humains ordinaires comme tout le monde et attirer vers eux la sympathie de ceux qui vivent au quotidien dans la même situation. Pour l'élection à venir, comme pour toutes les autres, les citoyens, électeurs ou pas, devront s'attendre à des opérations de charme. Les hommes politiques sont assistés dans cette tâche par les spin doctors, autrement appelés maîtres du faire croire, persuadeurs clandestins, ingénieurs du chaos ou ingénieurs des âmes. D'après David Collins, je cite, « Ils nous influencent à notre insu depuis plus d'un siècle. Ils fabriquent le consentement ou le dissentement, font et défendent les élections, persuadent les nations d'entrer en guerre, défendent les intérêts des industries polluantes ou promeuvent la consommation de masse. » Fin de citation. Il souligne que la manipulation n'est pas l'apanage des régimes totalitaires, elle est la fille de la démocratie, indissociable en effet des régimes démocratiques qui, je cite, faute d'agir sur des comportements par la contrainte, ont recours à la persuasion qui agit en douceur. Fin de citation. Et fatalement, tous succombent à cette manipulation lors des campagnes électorales sans qu'elle ne soit forcément mauvaise, puisqu'après tout, il va bien falloir faire un choix. Presidential Minutes. Comment valoriser les résultats de recherche à fort potentiel économique au Cameroun? Pour répondre à cette problématique, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation organise du 14 au 18 juillet prochain à Yaoundé la 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation, en abrégé GERSIC, placée sous le thème de la recherche scientifique à l'industrialisation endogène pour une transformation structurelle de l'économie du Cameroun. Face à la presse, le 9 juillet à Yaoundé, la ministre, Dr Madeleine Trente, a présenté les grandes articulations de cette édition qui ambitionne de faire de la science un levier stratégique pour le développement des secteurs clés de la SND 30. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Julien Bapungé. Nous devons œuvrer afin d'inscrire dans la conscience nationale collective qu'aucun pays ne s'est développé sans s'appuyer sur son propre génie scientifique et technologique. Et au Cameroun, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos artisans innovateurs sont des génies confirmés et constituent un véritable atout pour notre développement socio-économique, à condition que nous sachions créer des conditions devant leur permettre de déployer tout leur potentiel au service de la nation. En effet, industrialiser notre économie par la science
est désormais un impératif. En effet, le GESIC 2025 serviront également de cadre pour la récompense des meilleurs travaux des acteurs du système national de recherche et d'innovation. Plusieurs prix d'excellence seront décernés lors de la cérémonie, à savoir le grand prix spécial du président de la République baptisé le Lion d'or de l'excellence scientifique. Le Festival panafricain du film de Douala est de retour. Plus de 60 films camerounais et internationaux seront présentés pendant une semaine lors de la 9e édition du Festival panafricain du film de Douala, également connu sous le nom de RADO, qui se tiendra du 13 au 19 juillet 2025. Parmi les 60 films, 20 seront en compétition avec d'autres films d'Afrique de l'Ouest. Jiré Sazongue a tendu son micro au promoteur cinématographique Pierre Junior Ebolo et au délégué général du Festival panafricain du film de Douala, Rémi Atangana. La programmation en a reçu une soixantaine, ils ont sélectionné 20. Une vingtaine. Et cette vingtaine-là, il y a une partie en compétition. D'autres films sont des films que nous avons invités pour célébrer. Des films d'hommage aussi. Les innovations, c'est de dévoiler la pagaie qui sera le prix du Festival panafricain de cinéma de Douala. Notre prix s'appellera la pagaie d'or. Il y aura une pagaie d'argent naturellement. Je n'en dénie pas la pagaie de bronze, même pas la pagaie d'honneur qui vient avant toutes les autres pagaies, mais nous allons dévoiler la pagaie, qui est le prix et qui sera le prix du Festival panafricain de cinéma de Douala. Chaque film a un esprit à véhiculer, une histoire à raconter. D'autres trouveront même que dans ces films, par rapport à la critique, pour certains, trouveront qu'il était mieux de programmer ce film pour la compétition au lieu de l'autre. Mais ça a été un choix. On ne pouvait pas mettre tous les 20 films en compétition. Tout à l'heure, on a posé la question par rapport aux films où les jeunes peuvent s'identifier. Bien évidemment, quand on a parlé Le Mystère de Oaza, parce que c'est un film d'animation, on a parlé d'Un agent un peu trop secret. Il y a des films comme Le Détraqué de Lobé, qui a été tourné par des jeunes. Bienvenue sur la deuxième partie du Grand Plateau qui se fera sans transition. Mobilisation insistante des appels à candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Un collectif d'intellectuels camerounais s'oppose à toutes ces initiatives. Dans une lettre adressée au chef de l'État sortant, les 32 signataires demandent à l'homme du 6 novembre 82 de renoncer à se représenter au scrutin d'octobre prochain. Ces personnalités issues des 10 régions du pays et de tous les ordres socio-professionnels et même de la société civile lui recommandent de poser cet acte afin de libérer le Cameroun et rentrer par la grande porte dans l'histoire politique et démocratique de l'Afrique. Présentant une description sans complaisance d'une gouvernance de 43 ans, caractérisée par la corruption, les crises à répétition et les inégalités sociales criades, cette sortie sonne comme un camouflet pour tous les universitaires qui torpillent la science et le savoir au profit du griotisme. Voici le regard de Jean-Paul Chouniat. Dans la mouvance des tractations et concertations autour de l'élection présidentielle de 2025, voici un collectif de 32 intellectuels issus de toutes les 10 régions du Cameroun qui demandent à Paul Biya de renoncer à briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Représentant différents corps socio-professionnels, les signataires de cette correspondance, pour la plupart des figures publiques bien connues, proposent à Paul Biya d'incarner une transition démocratique en lieu et place d'une perpétuation d'un pouvoir de 43 années qui a plongé le pays dans de multiples crises, la corruption rampante et une fracture nationale marquée par un grand écart entre l'embourgeoisement de la classe dirigeante et l'appauvrissement continu des masses populaires. Des noms triés sur le volet dans cette liste, d'éminents avocats, des hommes de culture et des médias, des activistes et acteurs de la société civile et bien d'autres experts. Et surtout 6 universitaires de renom qui ont refusé de jouer les griots à Paul Biya. Au lieu d'imiter leurs collègues qui ont choisi de travestir et torpiller la science sur les plateaux de radio et télévision à coups de faux arguments contraires au savoir enseigné dans les amphithéâtres. Stéphane Akwa, Baba Wame, Alain Bouchan, Aminou Maladji, Albert Roland Amougou, Boris Swop ont préféré jouer leur rôle d'éclaireur de la société en assumant leur position, celle de dire à l'homme du renouveau que son renouveau a pris de sérieux rides de vieillesse en 43 ans de règne sans partage.
Pour tous ces 32 intellectuels camerounais, à 3 mois du scrutin d'octobre prochain, c'est maintenant qu'il faut interpeller l'homme du 6 novembre 82, à partir comme il était venu, en bouchant ses oreilles aux conclusions de toutes les concertations, visant à le maintenir, bon gré mal gré au pouvoir. À travers cette décision de Paul Biya de renoncer à un mandat de trop, le père de la politique de rigueur et moralisation aura ainsi posé un acte de sagesse, faisant de lui un artisan historique d'une transition démocratique à la tête de l'État, en vue d'une refondation de la République et d'une réconciliation du Cameroun avec lui-même, au bout d'une quarantaine d'années de gouvernance mouvementée, conclut le collectif de 32 intellectuels camerounais. Et de retour sur le plateau, nous accueillons nos invités. Robert Kedia, communicant du RDPC. Bonsoir, bienvenue. Good evening to you. Good evening to my co-panelists. Special greetings to the proprietor of the institution for putting in place this beautiful edifice for us to express our view on current issue happening in our nation. It's a pleasure to be here. Merci à vous, hein, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir. En face de vous, l'Alliance républicaine est bien représentée par le président national des jeunes, Cissé Bamanga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, il faut que l'Alliance républicaine vous recrute parce que là, vous comptez très bien nous présenter. Non, c'est juste pour vous. Je sais que vous êtes bien, vous êtes apolitique. Merci une fois de plus de m'avoir convié à cette causerie intelligente. Permettez-moi de saluer tous les Camerounais qui nous regardent à travers les prisons du Cameroun. On est avec vous, on vous salue et on sait que vous êtes en train de passer des moments difficiles. Moi, personnellement, qui est à Douala deuxième où il y a une prison, je sais ce que vous ressentez. L'Alliance républicaine, le Cameroun et les Camerounais qui sont dehors sont avec vous. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Merci à Cissé de penser à ces Camerounais qui sont reclus. Roland Tapi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Juliana, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, nous allons avoir dans quelques minutes au téléphone Maître Ndoki, qui fait partie du collectif d'intellectuels ayant signé la correspondance demandant à Paul Biya de sortir par la grande porte et de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Mais j'ai envie de vous demander, Roland Tapi, dans un contexte aussi tendu, selon vous, ces signataires ne courent pas un quelconque risque ? Non, du tout. Pourquoi est-ce qu'il courait un risque? Je crois que, pour une fois, on est en train d'assister là à ce qu'on devrait appeler des actes et des actions patriotiques de ceux qui sont supposés être des éclaireurs de la société. Et là, on a un son différent, discordant de ce qu'on a connu jusqu'ici parce que, vous savez, par le passé, on a eu des intellectuels universitaires qui signaient des appels à candidature président Paul Biya, et on s'est toujours posé la question, est-ce que c'était même leur rôle en réalité? Parce qu'on nous a toujours dit pendant que nous étions à l'université qu'elle était apolitique déjà et qu'on devait se concentrer. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était juste pour nous dire que nous étudiants, on ne devrait pas s'occuper de ce qui se passe dans la gestion du pays, mais en réalité, plus en plus, on se rend compte que les universitaires sont impliqués dans la conduite des affaires, et ils appellent constamment, depuis plusieurs années, le président Paul Biya à se représenter. On a maintenant un autre groupe d'intellectuels qui disent « Monsieur le Président, retirez-vous plutôt. Nous pensons que vous avez suffisamment fait pour le pays. » Je crois que là, c'est quelque chose à saluer parce qu'on trouve là des intellectuels qui sont dans leur rôle comment dire, de chien de garde de la société, le rôle de celui qui doit regarder ce qui est en train d'arriver, comment dire, avertir la société d'en bas et la société d'en haut de ce qui est en train de se passer, ce qui devrait être fait justement pour que les choses aillent bien. On va revenir sur le rôle des intellectuels que vous présentez comme des lanternes. Mais Robert Kedia, vous êtes au courant de cette correspondance? Comment est-ce que vous l'avez accueillie au RDPC? We are in democracy and we respect everybody's opinion and the right of everyone. For them to say President Paul Biya should not be candidate is their opinion, but him being a candidate does not violate any right or any laws in the republic, you know.
being a candidate is for him to decide and his party to decide. And earlier you said group of intellectuals. I really love if you could have said some group of intellectuals, because some other groups too are supporting the head of state for him to be candidate. But what is important is that we should know that we are in a democracy. I think what they should be doing is rallying themselves, belonging to a political party, so that their own opinion will be heard. Because I believe that in democracy, it has to do with the polling station voting and deciding, and not from behind pulling someone back. He's candidate for his party. There is no article of the Constitution of Cameroon that prohibits him. One thing that we should know is that after all investigation and research, among all the 190-something countries we have in the world, I don't know any country that says that somebody cannot be candidate because of a maximum age that has been given. I know it is always from 20 to maybe 35, but there is no maximum age that prohibits someone to be candidate or anything. And so if the individual himself... Surtout que le ministre Sadi a dit que c'était un mérite d'être encore à la tête d'un État à cet âge-là. Of course, because we are benefiting from his wisdom, and me in particular, I enjoy the diplomatic strength and power of President Paul Biya. You know, despite all the crisis, everything that we've been having in Cameroon, we've not had any foreign intervention. The new colonial strength is being cut away, and the republic is standing. That's one of the things I enjoy about his diplomacy. Brice Diolako Marseille nous a retrouvé sur ce plateau. Je vais lui faire mes civilités tout à l'heure. Mais avant, Cissé Bamanga, d'après vous, pourquoi cette prise de parole maintenant, à quelques mois de l'élection présidentielle? Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, le gros problème qu'il y a dans notre pays en ce moment, de préparation des élections, de l'élection présidentielle, autant pour moi, c'est le problème de la candidature naturelle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ils sont coincés. Quand je dis ils sont, je parle du dernier siècle du CPDM. Ils sont extrêmement coincés. Parce que vous avez des personnes qui ont attendu, des aînés. On peut citer René Sadi, si vous voulez. On peut citer le ministre des Marchés publics, Ils ont qui est attendu Talba. quoi? Ils ont attendu leur moment. Vous savez, l'ambition, tout le monde en a, leur tour. Pourquoi et faire? c'est des personnes qui Pour sont, prendre la place c'est des personnes qui sont des légalistes comme le chef de l'État. Donc ils ont attendu, ils ont travaillé. Il y a le ministre Famé Dongo, il y a aussi le ministre du Travail. C'est des personnes qui sont bien calées à l'intérieur du parti. Donc ils attendent depuis qu'on fait ce fameux congrès qui n'arrive pas. Maintenant, vous avez des jeunes qui sont aussi là, les noms bien cités. Il y a le SGPR, il y a le ministre des Finances, il y a Osbaba Bouquet, il y en a plein de jeunes comme ça aussi qui ont commencé à avoir de l'appétit et qui veulent prendre aussi la place du chef de l'État. Ça, il faut le dire, sans embâche. Mais maintenant, c'est un conflit de générationnel. Je pense que c'est le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, qui avait dit que ce Septana ne sera pas comme les autres. La première chose, il avait Stabolibo, c'est cela. La deuxième chose, il avait dit que la transition générationnelle va se faire. Et aujourd'hui, vous voyez que ça soit du côté de l'opposition ou que ça soit du côté du CPDM, c'est la transition générationnelle qui est en train de se faire. Sur quelle base le dites-vous? Au point où, dans les médias à l'international, il y a un ministre qui sort le matin, on le demande simplement à ce ministre, est-ce que le chef de l'État va être candidat? Il dit c'est du 50-50. Mais si c'est, permettez-moi de vous relancer. Permettez-moi de vous lancer. Vous parlez de transition générationnelle, mais au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce sont les mêmes qui ont rempilé. À quel niveau appréciez-vous cette transition générationnelle? Je suis en train d'arriver. Je vous ai démontré que le matin, le ministre, un peu calme, sage, dit que c'est du 50-50. Et le soir, le ministre, bien zélé, qu'on connaît, vous dit il te dit que c'est du 100%. Le président va être là et ça va dans tous les sens. Jusqu'aujourd'hui, on est à quelques jours où on va appeler le corps électoral. On ne sait même pas qui va être le candidat du PDM parce que c'est grippé, c'est bloqué. Voilà des personnes qui ont travaillé pour notre pays sans penser à l'alternance, sans penser à un fiole, sans penser à la reconstruction du Cameroun, c'est-à-dire des jeunes qui peuvent faire des choses. Maintenant, rappelez-vous, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est extrêmement malin et très sage. Le monsieur que vous voyez derrière vous, derrière nous, derrière votre consultant, c'est un vieux singe très malin. Aujourd'hui, en Afrique, dans le monde, il est cité comme exemple parce que, vous savez, chaque homme politique, nous aussi, nous sommes des hommes politiques,
politique. Chaque homme politique a deux rôles. Il veut prendre le pouvoir, conserver le pouvoir et garder le pouvoir. Et c'est ce que le chef de l'État, son Excellence, peut bien faire aujourd'hui. Donc moi, je pense que ceux qui sont sortis aujourd'hui, il faut voir leur tête. Ce sont des aînés, qui sont des intellectuels, qui comprennent et qui disent ce que nous, on a toujours dit. C'est sur ce plateau que moi, je vous ai dit que je pense que le chef de l'État, je suis en disant ça, le chef de l'État doit laisser la place, lui, ses acolytes, ses affidés et toutes ces personnes. Mais maintenant, la bataille, elle est là parce qu'il n'a pas préparé cette relève malheureusement. En attendant, on prend à la direction du téléphone où on va retrouver Maître Michel Ndoki, qui fait partie des signataires, le collectif d'intellectuels patriotes pour le Cameroun, CIPACAM, qui a signé une correspondance il y a quelques jours pour demander à Paul Biya de ne pas se représenter. Maître Michel Ndoki, bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé... Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cette correspondance et comment vous êtes-vous organisé pour en arriver là? Écoutez, personnellement, j'ai été contactée, on m'a proposé le texte et j'ai trouvé le texte très... je me suis reconnue dedans et donc j'ai décidé de signer. Je me suis reconnue dedans parce que je crois que aujourd'hui nous avons besoin d'un discours positif. Nous avons besoin de sortir de cette ambiance où on est en train de pointer des gens du doigt, où on est en train de lancer des invectives, des insultes, des récriminations, et de se demander et de proposer une voie de sortie. Nous avons passé les dernières décennies à faire le bilan de tout ce qui ne va pas. Nous voulons aujourd'hui dire voici ce qui pourrait marcher. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, c'était que c'était ça la proposition, c'est ça le message essentiel. Nous voulons utiliser toutes les ressources qui sont disponibles et explorer toutes les idées envisageables pour sortir de manière la moins douloureuse possible de la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation d'impasse. Voilà ce qui a guidé, je crois, cet élan. Alors, Maître Michel Ndoki, quelle voie avez-vous employée pour faire parvenir cette correspondance directement dans les mains du président de la République? Écoutez, on n'a pas utilisé de canal particulier à ma connaissance. Il y a deux façons de faire. Vous avez un courrier à déposer, vous allez le déposer chez le destinataire. Et puis, vous voulez être sûr qu'il va le recevoir, que ça ne va pas se perdre dans les couloirs. Et vous faites une lettre ouverte. Donc, nous avons fait les deux. Et nous savons que le courrier est arrivé à destination. Mais vous avez vu dans le contenu de cette correspondance, c'est à la fois une demande au président de la République et une interpellation à l'ensemble de la communauté camerounaise, de la communauté citoyenne camerounaise, pour dire qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs, une pétition a été lancée à laquelle nous invitons les uns et les autres à participer pour relayer cette demande. Qu'est-ce que vous en pensez si nous demandons, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas rassurés par rapport à la façon dont les choses vont se dérouler, qu'est-ce que vous en pensez si nous augmentons nos chances, qu'on saisisse enfin l'opportunité de 2025 pour entrer tous dans le 21e siècle et le Cameroun avait? Qu'est-ce que vous en pensez si nous faisons ça tous ensemble en demandant? Parce que nous savons que ce geste-là, oui, ça va réouvrir des perspectives, ça va insuffler un message d'espoir, ça va libérer des énergies, ça va certainement ramener de l'harmonie là où on ne voit que de la méfiance, de la négativité, du sectarisme, du repli identitaire, etc. Le chef de l'État aujourd'hui dirait pour la nation camerounaise, je fais ce geste,
Je veux accompagner la prochaine génération des leaders de cette nation vers un mieux par rapport à là où nous sommes. Je crois que dans quelques mois, on ne parlerait plus de tout ce que on croit être la définition du Cameroun aujourd'hui. On ne serait plus en train de se demander si on est tribaliste ou pas, si on se déteste entre anglophones, francophones, nordistes, sudistes, etc. On serait occupé à reconstruire cette nation parce que c'est ce que nous demandons. Justement, Maître Ndoki, êtes-vous certaine que Paul Biya soit celui qui doit répondre favorablement à vos doléances? N'avez-vous pas eu l'impression que cette lettre devrait être adressée à quelqu'un d'autre? Que cette lettre devrait être adressée à quelqu'un d'autre? Je crois qu'elle devrait être adressée à celui qui, depuis 43 ans, a gelé comment dirais-je, le paysage, a figé, pas gelé, figé le paysage politique camerounais. Je crois que s'il se déplace par rapport à ce paysage, il est évident que l'ensemble du tableau qu'est le paysage politique camerounais va se modifier très profondément. Donc, pourquoi aller demander à quelqu'un d'autre? Il est à la tête d'un gouvernement, certes, mais de toute évidence, ce gouvernement ne tient sa légitimité que de sa présence à lui. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'au moment où les électeurs vont se retrouver pour choisir leur prochain leader, que la carte qu'on va leur présenter soit différente, ça va ouvrir de grandes perspectives par rapport au jeu. Nous étions en train de discuter entre co-signataires tout à l'heure et quelqu'un a utilisé l'image du football. Ouais. En parlant d'un match, il y a quelques années, où Foué, de regretter mémoire, était en train il était le capitaine, il était sur le terrain, il était en train de faire un mauvais match. À un moment, il s'est arrêté, il s'est tourné vers le banc de touche et il a fait signe à son coach, il faut que je sorte. Et il a enlevé son brassard, il est sorti. Ça, c'est un joueur, un capitaine qui prend ses responsabilités en disant, en ce moment, je fais du mal à l'équipe. Donc, il faut que je me pousse pour que l'équipe puisse recréer une dynamique nouvelle. Vous avez une façon de voir ça, c'est celle-là. L'autre façon de voir, c'est de dire, le coach, ce que Foué a fait à ce moment-là, c'était prendre la place du coach, parce que c'est le coach qui aurait dû constater qu'il jouait, il ne remplissait pas son rôle, il n'était pas au maximum de ses capacités, et lui dire fort. Eh bien, le coach dans les élections qui arrivent, c'est nous. Ouais. Donc, il nous appartient aussi de dire aux joueurs, tu vois bien que tu as donné tout ce que tu pouvais en tant que capitaine. Donne encore en organisant ton équipe pour qu'elle te déploie pendant que toi, tu te retires. Parce que là où tu es, tu gênes. Tu n'es plus une aide, tu gênes. Maître Michel Ndoki, on va sortir avec cette question. Pouvez-vous repréciser pour nos téléspectateurs les solutions ou les alternatives que vous proposez pour assurer une transition pacifique et démocratique au Cameroun? Alors, c'est une très grande question. Pour moi, c'est une question qu'il faut poser aux leaders politiques. C'est à eux qu'il revient de nous proposer quelque chose. Hein? Et je crois qu'en tant que leader de la société civile et qu'intellectuel, il faut qu'on leur rappelle cela. Le Cameroun finira par aller bien quand chacun va se souvenir qu'il a un rôle à jouer et qu'il n'est pas tenu d'attendre les leçons que les autres lui donnent, que les partis politiques nous proposent quelque chose et nous choisirons. Nous ferons notre travail de coach. Merci à vous, Maître Michel Ndoki, d'avoir accepté. Et bonne continuation aux panélistes. Merci infiniment. Vous représentez donc le collectif d'intellectuels patriotes pour le Cameroun, réuni au sein du CIPAC. Maître Ndoki vous renvoie la balle et je m'adresse donc à vous. Brice Ndiolako, bonsoir. Alors, que symbolise pour vous cette lettre? Est-ce un simple cri d'alerte ou alors le signal de quelque chose
qui arrive ou qui se prépare? Juliana, bonsoir. Bonsoir également à tous mes co-discutants. C'est toujours un plaisir renouvelé de représenter le plus grand parti politique au monde, qui est le MRC, sur les antennes de la télévision, par la Fond Télévision. Vous êtes très modeste, hein? Oui, et je suis d'autant plus heureux, combiné avec ma joie, une fois de plus, de saluer mes compagnons de lutte politique qui croupissent toujours dans des geôles de la dictature à travers les différentes villes du Cameroun. Et c'est un honneur pour nous, MRC, de répondre à votre invitation. Revenant à votre question, vous avez posé une question digne d'intérêt. Ce que nous pouvons déplorer ici, c'est que les dictatures ont un et un seul dénominateur commun, qui se résume en deux. C'est-à-dire l'arrogance et puis l'autisme. Si vous essayez un peu de jeter un regard rétrospectif sur les autres dictatures qui se sont déroulées à travers le monde, c'est-à-dire entre autres celle de Mussolini en 1931, celle de Hitler, ici en Afrique on prendrait encore celle de Joseph Désiré Mobutu, on prendra même encore celle de Hosni Moubarak et bien d'autres dictatures que vous connaissez. Des lettres comme ça, il y en avait. Des lettres comme ça, il y en a eu. Mais malheureusement, compte tenu du caractère autiste de ces dictatures, ces dirigeants n'ont jamais absolument rien compris, ni du contenu, ni du sens. L'exception pourrait partir du Cameroun, Brice. L'exception ne viendra pas du Cameroun. L'exception ne viendra pas du Cameroun. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis pessimiste, mais en réalité, si ça n'a pas abouti ailleurs, je ne pense pas que ceux-là, qui d'ailleurs étaient des parents de celui-ci, il pourra ne pas copier leur modèle. Je pense encore à dire que c'est Joseph Mobutu qui a parrainé, entre autres, jusqu'à aller construire un hôtel intercontinental en République démocratique du Congo. Alors, c'est pour montrer à quel point les dictatures ont un et un seul point commun. Avant la chute de Hosni Moubarak en Égypte, il y a eu un grand intellectuel que vous connaissez bien, Mohamed El Baradei, qui était d'ailleurs directeur de l'AIEA, qui a conduit une délégation d'intellectuels pour aller rencontrer certains diplomates égyptiens pour leur dire qu'en réalité, le peuple en a marre de cette façon de gouverner. Il est temps que le président passe la main sans qu'il y ait effusion du sang. Alors Hosni n'avait jamais compris. Ils ont fait jusqu'à venir marcher en Égypte. Mais malheureusement, Hosni n'avait jamais compris. La suite, vous la connaissez. En République démocratique du Congo, l'intellectuel datant, M. Étienne Tshisekedi, avait conduit également un groupe d'intellectuels à son temps auprès du président Mobutu, mais jamais il n'avait compris. En 1997, notamment le 7 mai, vous savez ce qui lui est arrivé. Nous ne souhaitons pas que ça arrive pour le cas du Cameroun, parce qu'il ne comprendra absolument rien de cette lettre dont les intellectuels, autant aussi éclairés, ont produit. Alors, c'est pour dire... Mais de manière symbolique, Brice Dioulaco, que représente cette correspondance, cette lettre signée de la main d'intellectuels connus. Le symbolisme est là. Et même si on voudrait jeter un peu un regard sur des acteurs, peut-être un grand monsieur comme le professeur Stéphane Akwa, qui me connaît très bien. D'ailleurs, lorsque j'étais président en coopération au lycée Leclerc, j'avais organisé une conférence où il avait été invité à le professeur Jean-Emmanuel Pondy. C'est quelqu'un qui est très réservé. Monsieur Stéphane Akwa est très réservé. Il parle très peu. Il est beaucoup plus dans le cadre de la formation, de l'encadrement des jeunes et bien d'autres. Mais faire des sorties publiques est très difficile pour M. Stéphane Akwa. Je peux compter le nombre de sorties publiques que M. Stéphane Akwa a fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On les compte au bout des doigts. Il est très objectif. Et lorsqu'un monsieur comme ça a posé sa signature au bas d'une lettre dénonçant certains faits sociaux que nous vivons au quotidien, il faut faire très très attention, d'autant plus qu'il ne parle pas comme je disais tantôt. Mais ce qu'il faut aussi comprendre dans le sens de cette lettre, que les Camerounais en ont marre. Et ceux qu'on pensait qu'ils pouvaient s'abstenir à cette période de charnière parviennent quand même à faire des sorties officielles. Ça voudrait dire qu'un bout d'eau a débordé le vase. Et cette lettre n'est qu'à point nommé. Si on jette également une fois de plus un regard prospectif sur le déroulement des activités, également les prises de parole de certains intellectuels très éclairés sur la scène politique même au Cameroun, on va se rendre compte que le président de la République a été appelé à plusieurs reprises à ne pas se représenter. Je peux les citer quelques-uns ici, mais ça ne vaut pas la peine. Lorsqu'on analyse également le contenu de cette lettre, on se rend à l'évidence qu'il est difficile que ça aboutisse. Pourquoi? Parce que les faits qui ressortent de cette lettre sont les mêmes que les uns et les autres
ont longtemps dénoncé. Parlant par exemple de la crise anglophone, est-ce que vous savez, vous le savez d'ailleurs, qu'il y a des intellectuels dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, plusieurs personnes, notamment le professeur Christophe Fomenou, qui a régulièrement fait des sorties, vous dites que non, ce problème, la résolution est de nature pacifique. Le cardinal Christian Tomé, père son âme, avait également emprunté un même chemin. Mais malheureusement, c'est cette même présidence de la République qui avait bloqué l'initiative du cardinal Christian Tomé. Donc je ne pense pas qu'au regard du fond de cette sortie, quelque chose, les lignes ne peuvent pas bouger. Madame Juliana Tada, un dictateur a beau se déguiser en plusieurs couleurs, mais ses objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire le maintien au pouvoir par tous les moyens, quel que soit le prix à payer. Monsieur Koudia n'écoutera pas. Robert Kedia, est-ce que le RDPC a la volonté ou les moyens d'apprécier la portée d'une telle correspondance? On était bien habitué à voir des intellectuels signer des motions de soutien pour appeler à la représentation de Paul Biya, mais cette fois, c'est tout le contraire. I would definitely disagree with you when you say tout le contraire. No, we have intellectuals that have come up in University of Douala and other universities to say they support the head of state. Mais ce n'est pas souvent que vous avez entendu ce son de cloche différent. Je pense que c'est la première fois. Est-ce que vous appréciez, ou du moins vous discutez de la portée d'une telle correspondance? We are in democracy and the opinion of everyone is respected. Oui, mais au-delà de l'opinion, l'impact. Maître Doki a parlé tout à l'heure d'un appel qui a été lancé, qui va se poursuivre. Les Camerounais vont continuer à signer. Est-ce que vous appréciez l'impact, ou alors le RDPC se dit, on est le RDPC, le reste... Can I speak now? Je vous en prie. All right. As I was saying, we're in democracy and we know everybody has his opinion to give. And the opinion of everyone is respected, but it must not be accepted. That is what is definitely clear. Even in our party, that's why they call it rassemblement, meaning that everyone is accepted. You give your opinion, and the opinion of the majority is actually being respected. And it's definitely clear if the head of state, President Paul Biya, is in the country and he does not have people that criticize him, then there is a problem. So we do accept critics and we do accept those that support the head of state, President Paul Biya. And within our party, there is this confusion which my co-panelists earlier talked about. In political science, there are means of communication. The communication in politics is different from the communication in diplomacy, and it's different from the communication in administration. Like, for instance, Professor Jacques Famdogo was talking as the spokesman of a political party. So his communication was a political communication that goes out to be affirmative, okay, and to give confidence to the people. You heard my co-panelist here. His discussion is political. That's why he will say his party is the biggest party in the world. That's why he will say that in October they will win the election. The same as you ask any other political party, they will say that they will win the election. That is what they call political communication. But when you see someone like Rene Emmanuel Sari, he's out there in diplomatic communication, administrative communication, where he says that 50% here simply says that the head of state has that political party that support him 100%. But he himself has the right, his democracy, the respect of human rights himself to come and say that this is what, this is what, this is what. And that is diplomacy, where you give your boss that ability for him to be the one to talk. So when people see all this and they don't understand the communication strategy in political sciences, they look at it as a cacophony and they call what they want to say. And they have that presumption or assumption that there is confusion at the level of the political party. No, but I understand it's just a strategy which many people are the lovebirds in Cameroon to be talking about. It is their fundamental right to have their opinion. For the intellectuals that have supported
supported the head of state, I encourage them and I tell them that we'll work together. For those that are criticizing the head of state, I definitely know the head of state will look into it too. But I believe as somebody that loves democracy, he will definitely pick the demand of majority of the intellectuals that are, of course, supporting him than these 32, which are not up to 0.5% of Cameroonian intellectuals because they are 32. Roland Tapi, justement, dans une démocratie comme celle du Cameroun, quel est le rôle des intellectuels? Le rôle des intellectuels, c'est pas seulement pour le Cameroun, dans une démocratie comme celle du Cameroun. J'ai bien contextualisé, hein, dans une démocratie comme celle du Cameroun. Bon. Ou alors je devrais reformuler ma question pour dire quel peut être le rôle des intellectuels. Bon, ma compréhension déjà de cette démocratie comme celle du Cameroun, c'est déjà cette démocratie où on vous laisse croire que vous êtes libre, alors qu'en réalité, on a tout fait pour que vous soyez les plus, comment dire, ostracisés possible, maintenus dans le silence et autres. La preuve, quand un parti politique veut manifester dans la rue, on fait tout pour lui dire qu'il va troubler l'ordre public. Enfin, ils ont le mot magique. Et donc, dans ce type de démocratie, effectivement, le rôle de l'intellectuel est celui d'abord de résister. Résister à l'oppression que lui-même subit d'une manière ou d'une autre. Vous allez constater que, à un moment donné, nous, dans les médias, dans le cadre du traitement de certains sujets assez pointus où on avait besoin des experts, il y a eu un silence total à un moment donné des universitaires, par exemple, de tout autre intellectuel que nous sollicitions, parce que nous disaient-ils, ils avaient honte de leur hiérarchie de ne plus parler dans les médias. C'était risqué pour leur carrière. C'était risqué pour leur carrière et même pour leur, comment dire, avancement en tant qu'enseignant ou bien en tant que membre de l'université. Il y en a qui nous ont fait des confidences qu'il est encore en train de finaliser sa thèse de doctorat PhD. Et on lui a clairement dit que s'il veut passer professeur, il a intérêt à se taire désormais, avant de parler. Et donc, et c'est pour cela qu'à ce moment, on avait une poussée de cette assertion qui disait « Je veux voir mes enfants grandir », venant des intellectuels, qui dans un système normal n'ont pas à se soucier de la politique, de qui gère, qui ne gère pas. Ils sont là pour produire la science, pour produire des idées qui devraient en principe être exploitées par les politiques au fin de gérer la cité. C'est ça leur rôle initial. Mais dans un contexte comme celui-ci où on ne leur laisse pas la possibilité de s'exprimer librement, vous avez vu, il y a beaucoup d'autres intellectuels qui ont commencé leur carrière en essayant de jouer ce rôle d'éclaireur de l'opinion. On les a rapidement happés et aujourd'hui, ils sont les chantres du pouvoir. Si vous ne résistez pas en tant qu'intellectuel, on va tranquillement happer tout le monde, les mettre sous éteignoir et finalement, tout le monde sera dans une posture où il veut voir grandir ses enfants, mais sans se poser la question dans quel type de société est-ce que ces enfants vont grandir, qu'est-ce que je vais laisser derrière. Donc, il faut d'abord résister. Ensuite, jouer leur rôle d'éclaireur de la société. Le rôle de ceux-là qui sont supposés informer, éduquer, sensibiliser l'opinion par rapport à ce qui se passe en restant, je vais dire, attaché à la science. Parce que quand un enseignant dit que 1 + 1 = 2, il n'a dit que la vérité. Maintenant, s'il y a derrière des politiques qui veulent vous faire croire que 1 + 1, ça donne 6, c'est ceux-là qui se sentent mal à l'aise et commencent à vouloir faire en sorte que l'intellectuel se taise. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que moins la population est éclairée, plus ils peuvent exercer leur dictature. Comme il est écrit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Donc le politique a intérêt à ce que la population soit la moins éclairée possible, qu'elle soit la moins au parfum, au fait de ses propres droits, de ce qu'il devrait faire, pour les réclamer. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si les populations, la population savait que c'est elle, en fait, qui est la détentrice finale de la souveraineté, et que c'est cette souveraineté qui, à un moment donné, délègue, soit au niveau local,
aux conseillers municipaux et aux maires, soit au niveau des départements, aux députés, soit au niveau des régions, aux sénateurs ou au niveau national, au président de la République. Il faut que les populations sachent que c'est eux qui donnent ce pouvoir et ils peuvent le retirer à tout moment. Or, on n'a pas intérêt, pour ceux qui gèrent le pouvoir, à ce que les populations le sachent. Et c'est le rôle des scientifiques, les intellectuels, de le faire. Voilà le rôle qui doit être le leur dans une démocratie comme la nôtre. Ouais. Comme vous avez bien précisé, comme la nôtre. Et on en est arrivé là tout simplement parce qu'effectivement, une démocratie comme la nôtre où, j'ai dit tantôt, on laisse croire que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu, dans le cadre de la loi, mais on s'assure pour que personne ne puisse véritablement faire ce qu'il veut dans l'expression de la loi. Un exemple, c'est quoi? C'est que les intellectuels aujourd'hui, pour chuter effectivement, sont obligés de se lever pour dire « Monsieur Biya, ne vous représentez plus pour entrer dans l'histoire ». Pourquoi ils ne l'ont pas dit à Kamto? Pourquoi ils ne l'ont pas dit à Ossi Ochoui? Je ne sais pas qui d'autre. Ils l'ont dit tout simplement parce qu'on tient compte du fait que Monsieur Biya a déjà géré le pays pendant 43 ans. Et de manière, je veux dire, universelle, et ce n'est pas une spécificité camerounaise, on sait que le pouvoir ne doit pas être éternel, ne doit pas éternellement durer au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la limitation des mandats. Mais ce qui s'est passé au Cameroun, c'est qu'on a d'abord accepté cette idée de limitation du mandat avec la Constitution de 1996, mais rapidement, le goût, l'envie de rester au pouvoir a fait qu'en 2008, on revienne en arrière pour faire en sorte que le président soit là éternellement. Si on était resté dans cette logique, Paul Biya ne serait plus là et les intellectuels ne seraient pas en train d'appeler à ce qu'il se retire ou pas. Merci à vous pour la position, Robert Kedia. Sissi Bamanga, c'est pas la première fois que des voix s'élèvent pour dire à Paul Biya de ne pas se représenter, mais en général, c'était des voix solo. On se souvient de celle de Monseigneur Cléda, appelant le président Paul Biya à ne pas se représenter justement. Là, je le paraphrase. Alors, peut-on s'attendre, après cette sortie du CIPACAM, peut-on s'attendre à ce que d'autres couches de la société, d'autres acteurs de la société et même la société civile, je parle des acteurs comme les chefs, les syndicats et même les églises emboîtent le pas au CIPACAM? Écoutez, je suis très content quand vous me posez cette question. Je vais commencer par la terminaison de mon cher ami aîné qui est en face. Vous savez, on est dans un pays où on a transformé des intellectuels, on les a forcés de faire de l'andouille. Rappelez-vous, les premiers gens qui ont aimé ce pays, comme le président Aïdjo, qui est un télégraphiste, il a pensé ce pays avant de la déposer. Et aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires sont en train de jouer. Je m'explique. Voyez-vous, vous avez vu l'université de Chang. L'université de Chang, à l'époque, c'était l'université de l'agriculture d'Afrique centrale. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ceux qui sont venus aux affaires, je vous ai dit, ils ont forcé à ce que les intellectuels font de l'andouille. Ils ont dit que non, c'est l'université des lettres et de ceci et de cela. Même notre système de santé aujourd'hui est en train d'abrutir l'intellectuel. On a des enfants à la maison. Moi, j'ai une cousine qui me dit qu'elle a une licence. Elle ne sait pas te dresser une lettre ou une demande, ou elle ne peut pas te classer par ordre alphabétique quelques schémas que tu as travaillé et qu'elle peut t'aider en fin de journée. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Alors quand on voit des vrais intellectuels, entre guillemets, qui sortent aujourd'hui, qui comprennent que la situation est extrêmement grave, mais c'est tellement grave que moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, mon ami du CPDM que j'aime beaucoup, il faut qu'il m'explique ce qui se passe. Parce qu'on sait que s'il faut faire une déclaration, s'il faut qu'on présente un candidat, il faut passer soit par un congrès, soit par un comité central, soit par un bureau politique. Mais aujourd'hui, après avoir, ces intellectuels, après avoir présenté un remaniement politique, rappelez-vous, dans le CPDM, c'était toujours ça. On a fait un remaniement politique. On est resté, on a dit que toi, bon, tu es comme ça là-bas, toi, tu es comité central là-bas, toi, tu es remaniement politique sans s'asseoir. Alors que là, on parle d'une association très grande, très forte, peut-être l'une des plus belles et des plus fortes même, qui a toujours conduit notre pays à la dérive que tout le monde connaît. Et ça, c'est qui? Ce sont les intellectuels. Le chef de l'État était un très grand intellectuel. Il a de niveau de sagesse bien connu, mais il a mené le pays où? Et aujourd'hui, je le dis ici sans embâche, le Cameroun a un gros problème, et le problème du Cameroun, ce sont les intellectuels qui ont tout pourri. Voilà des personnes que ce qu'ils ont trouvé, ils n'ont pas pu entretenir. Vous pensez qu'on peut encore leur faire confiance? Je salue ces intellectuels, nos aînés, et je vois Tigné, je vois la dame... Maître Emmanuel Si. Maître Emmanuel Si, vous avez cité tout à l'heure
un très grand professeur et tout ça. Nous appelons tous nos intellectuels, les vrais, les bons, pas des intellectuels faussaires qui sont connus dans le régime du RDPC. Donc quand je dis comme ça, je reprends le mot de Gargamanadi qui avait dit chez vos confrères d'Africa 24, c'est encore sur les bancs de YouTube, il avait dit à Famine Dongo, intellectuels faussaires. Pas les intellectuels faussaires, on a besoin de vrais intellectuels qui peuvent prendre la vie des Camerounais. Parce que là, aujourd'hui, il s'agit de sortir du Cameroun dans du guet-apens où on est. On ne sait même pas là où on est. Je vous ai démontré tantôt, quand j'étais en train de dire lors de mes premières prises de parole, un ministre sort le matin, il dit quelque chose, le soir, on vous dit autre chose. Aujourd'hui, les candidatures sont coincées presque partout, pour ne pas dire dans le RDPC. On ne sait pas qui va aujourd'hui représenter la candidature du CPDM, alors que toi tu es jeune, tu peux faire l'affaire. Vous avez parlé du candidat naturel, si. Bon, vous savez, l'article 27 de l'alinéa 3 des statuts des partis qui a été remplacé, ils ont pris le soleil, ils ont remplacé par le feu, ça a tout brûlé. Donc, c'est l'autre article, là, vous dites que c'est candidat naturel. Mais attendez, même au Vatican, il n'y a pas les choses naturelles. Il y a un moment que Dieu se fâche, il fait sortir la fumée blanche. Les Camerounais ont besoin de fumée blanche. Et je suis content aujourd'hui quand même qu'il y a eu un groupe d'opposition qui a créé une plateforme qui essaye d'apporter une candidature consensuelle. Ça vient de tomber, on dit UMS, UDC, PAL, MP, FSNC, USDP. C'est déjà quelque chose. Vous avez vu tout à l'heure Maître Ndoki, peut-être qu'elle nous suit toujours, nous avait dit qu'en tant qu'arbitre, elle attendait que les Camerounais proposent quelque chose. Aujourd'hui, de voir déjà 7-8 partis politiques qui peuvent s'asseoir, proposer. Et voilà la candidature du président Maurice Kamto, que je respecte beaucoup, parce que pour moi, quand vous avez fait la prison pour la nation, quand vous avez combattu depuis 3 ans, 4 ans pour une nation, quand vous êtes là, vous avez boosté. Le président Kamto a toujours dérangé ce système, toujours attiré leur attention. Combien de Camerounais savaient qu'on pouvait s'asseoir comme ça, demander la liste nationale électorale. Voilà pourquoi moi j'aime le président Kamto. Et jusqu'à aujourd'hui, il a mon soutien pour la présidence de la République. Notre pays a besoin de personnes comme ça, des personnes calées, intelligentes, intellectuelles, qui ont travaillé avec, entre guillemets, le diable dont on appelle aujourd'hui, qu'on veut qu'ils prennent même le pouvoir, et qui n'ont même pas eu un pour qu'on puisse les extirper, pour les mettre là où Marafa, Ia et d'autres balles qu'on demande leur libération. Ce que je vais dire aujourd'hui aux Camerounais, c'est que ouvrons les yeux. Moi, je le dis et je le répète, je parle à la jeunesse. À l'Alliance républicaine, on dit aux jeunes, ouvrez les yeux, ça, c'est notre génération. Nous n'avons plus besoin de personnes qui ont travaillé avec le chef de l'État, Aïdjo, avec le chef de l'État, Paul Biya. Donnez-nous même vos enfants, on va construire le Cameroun, car le Cameroun n'appartient pas seulement à un groupuscule de personnes, ça appartient à tous les Camerounais. Merci à vous, Cissé. Brice Diolako, est-ce que vous avez l'impression que la société civile a les moyens de peser réellement sur le choix du candidat du parti au pouvoir? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que la société civile a ces moyens. Et même si elle avait des moyens, le parti au pouvoir dont je ne veux même absolument pas m'intéresser n'est pas un exemple des personnes qui puissent copier ce qui est bien ailleurs pour en faire leur maire. Néanmoins, on ne peut pas dire que la société civile peut faire quelque chose. D'ailleurs, nous avons vu les acteurs de la société civile faire des sorties, faire des propositions aux partis au pouvoir pour la bonne gouvernance. Mais néanmoins, nous avons vu ce que ça aboutit. Je parlerai encore du mémorandum du Grand Nord. Ce n'était pas seulement, ces personnes étaient autrement des acteurs de la société civile. Il n'y avait pas seulement des personnes membres des partis politiques et bien d'autres, mais en grande quantité, en grand nombre de personnes de la société civile. Malheureusement, qu'est-ce que le parti au pouvoir qui dirige en a fait? Absolument rien. Nous avons vu plusieurs sorties des acteurs de la société civile, notamment ceux de l'Est, la Léké, le Grand BAM. Vous avez vu le mémorandum du Grand BAM qui était signé par les acteurs de la société civile. Je profite de l'occasion pour saluer mon aîné Michel Moussala, qui était l'un des rédacteurs du mémorandum du Grand BAM. En quoi est-ce que ce mémorandum a été important au régime? Absolument rien. Donc lorsqu'on essaye de faire une analyse du champ politique, des différentes sorties des acteurs de la société civile, on va se rendre à l'évidence que le parti qui dirige absolument n'écoute pas. Et donc, quelle que soit la manière avec laquelle des personnes qui n'appartiennent à aucun parti politique, aucune formation politique, s'adressent à eux et qui ne comprennent pas
Vous comprenez qu'en réalité, c'est un régime Ce sont quand même des autiste. personnes neutres qui n'ont pas d'intérêt politique et qui ont le souci de faire avancer la bonne nation. gouvernance. Mais malheureusement, le parti au pouvoir qui dirige n'écoute pas. Je vous ai cité certains intellectuels, certains acteurs de la société civile et bien d'autres. Vous avez même vu le clergé. Les prélats en ont parlé. Mais est-ce qu'ils écoutent? Non, ils n'écoutent absolument pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tantôt qu'il est très dangereux de faire croire ou alors de faire comprendre aux Camerounais qu'une dictature peut écouter une voix. Vous savez, vous avez parlé des intellectuels tout à l'heure. Mais excusez-moi, mais j'ai ma définition, qui est également une définition aussi simpliste que tout le monde peut appliquer. Il faut faire la différence, Juliana, entre un intellectuel et un clerc. Celui qui appartient à un clergé, qui a été ordonné pour rendre ce qui est inacceptable acceptable, et qui est diplômé, n'est pas un intellectuel. L'intellectuel est celui-là qui prend la parole publiquement et s'engage pour des causes nobles, pour des causes salutaires. Celui qui fait des analyses objectives. Celui que vous traitez de clerc estime que la cause qu'il défend également est noble. Oui, c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que c'est un clerc. Il appartient à un clergé. Donc son rôle, c'est de rendre l'inacceptable acceptable. C'est de tout faire pour que vous voyez ce qui est blanc, ce qui est noir en couleur blanche. C'est ça. Et toutes les dictatures du monde ont toujours eu des clercs. Ils ont ordonné les diplômés pour aller jouer leur jeu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque certains font des analyses, je me dis que mais ceux qui prennent même du temps pour les regarder, pour les écouter, n'ont absolument rien à faire. Il y a des documents et bien d'autres qu'on peut consulter, au lieu d'écouter ou de regarder certaines personnes qui, en réalité, ont été ordonnées par le régime central de Yaoundé pour dire certaines choses. Donc je voudrais à tout prix que ce soir, que les Camerounais qui nous regardent sachent désormais faire la différence entre un intellectuel et un diplômé ordonné dans un clergé. Donc ça, c'était encore une phase. Maintenant, pour avancer, vous allez vous rendre compte. S'il vous plaît. Pour chuter, mon frère Kedia a parlé tantôt de la loi, c'est de la volonté. Non, monsieur Kedia, il ne s'agit pas ici de la loi. Parce que je voudrais encore vous rappeler que l'apartheid était une loi. La peine de mort, c'est une loi. Mais sur le plan moral, c'est insoutenable. C'est ce que nous devons savoir. Donc pour revenir à ce que vous disiez, en 2008 et bien d'autres, on a levé le verrou sur la limitation du mandat. C'est mon cher René qui disait ça. C'était devenu une loi. Mais malheureusement, toute loi n'est pas l'aspiration de la population. Il y a des lois injustes, des lois où la morale ne peut accepter. Et on ne peut dire qu'il s'agit là d'une loi. Vous avez parlé tantôt de l'opinion. Non, l'opinion, c'est vrai, c'est l'opinion président de la République de dire s'il peut être candidat ou pas, c'est de son droit. Les intellectuels également ont donné leur opinion, ce qui est également leur droit. Mais il faut aussi savoir, il y a une différence entre l'opinion et le bon sens. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais néanmoins, ça peut ne pas être du bon sens. Et si ce n'est pas du bon sens, ce n'est pas parce que vous avez la toge de docteur, de professeur, que vous allez manipuler la population sur cet angle et que les uns parviennent à comprendre que ce que vous dites est vrai. Non. Merci. Donc, en un mot comme Amiel, pour terminer, j'invite les Camerounais désormais à faire la différence entre un intellectuel et un clerc qui a été ordonné dans un clergé pour prêcher une parole bien précise. Merci Brice Jolaco. Robert Kedia, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que le président Paul Biya est disposé à écouter cet appel venant des intellectuels de son pays, un pays qui dirige quand même depuis plus de 40 ans? Certains intellectuels. Parce que j'ai constaté ici que... Est-il disposé à écouter les appels de certains intellectuels? 32 personnes ont écrit quelque chose. Vous êtes là pour dire les intellectuels, pour donner une impression aux Camerounais que tous les intellectuels ont décidé. Non! Vous vous exprimez en français, c'est une langue. Les termes ont ce qu'ils sont en train de transformer. Disez aux Camerounais que c'était. Ne disait pas que les intellectuels ont dit. D'accord, le président. Les Camerounais pensaient que tous les intellectuels, donc on doit arranger. Et depuis, votre. Ne sont-ils pas représentatifs? 17 heures, c'est ça, c'est bon. D'accord. Est-il disposé à répondre à l'appel de certains de ces intellectuels de son pays qu'il dirige quand même depuis plus de 40 ans? C'est là où je rentre dedans pour vous informer que certains sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord, certains sont en train de dire qu'ils sont d'accord.
Parmi les signataires. Comme je dis encore, pourquoi voulez-vous limiter les intellectuels seulement aux ceux qui ont signé, Je vous pose madame? la question. Je dis encore, on parle de 32 personnes qui n'arrivent même pas à 0,0,5 des intellectuels camerounais. Alors vous ne pouvez pas baser tout ce que les intellectuels pensent par rapport de ce que 32 personnes ont dit. Je dis encore, eux sont dans une démocratie, ces 32 personnes. Est-ce que le nombre annule les désirs de ces personnes? Je dis encore, non. C'est les désirs, et je vous informe encore que il y a aussi les autres intellectuels qui veulent que le chef de l'État reste. C'est ce que je suis en train de dire. Le chef de village aussi, on dit que le chef de l'État doit rester. Il y a aussi les imams qu'on les respecte beaucoup, du Grand Nord, qu'on les a vus sortir pour soutenir et supporter le chef de l'État. Pourquoi donc vous voulez oublier, vous ne parlez pas de ces Camerounais qui ont sorti pour dire que le père, papa reste au pouvoir pour nous, parce qu'on connaît que non, vous êtes là pour nous protéger, le savoir-faire, tout et tout. Donc, vous ne devez pas... Permettez-moi de vous relancer. 32 personnes disent et vous oubliez ce que les imams, je dis bien, mais les imams, les chefs de village, mais on ne peut pas se débarrasser, non. Et alors, permettez-moi de vous relancer, Robert. Est-ce que vous avez l'impression que Paul Biya est tout de même, le président de la République est tout de même disposé à prendre en compte ou à écouter l'appel de certains de ces intellectuels? Vous écoutez, le chef de l'État, le président de la République, d'ailleurs, il est béni. Il sort d'une famille qui a fait plus de 120 ans. Et il est là. Et tant que j'écoute certaines personnes raconter les histoires, mais quand même, lui-même, il dit qu'il est en santé. Aucun docteur de ces docteurs ont sorti pour dire que non, le chef de l'État n'est pas en santé. Donc, je ne sais pas pourquoi les hommes politiques aiment trop les faux débats pour créer les buzz, pour qu'on peut parler dans les bars et boire les bières. Et on laisse les réalités qu'on a dit. Et c'est ça qui pose problème. Votre consultant parlait de la démocratie et la liberté, qu'on refuse que certains partis marchent dans la rue. Mais madame, si un parti politique décide de marcher au Carrefour d'Okoti, là où les enfants partent à l'école, là où les femmes enceintes partent à l'hôpital, pour les déranger, mais alors que vous avez vos libertés, les autres aussi ont pour eux. Alors on ne va pas vous donner une liberté pour aussi rafraîchir la liberté des autres. C'est ça la démocratie. Donc tant qu'on dit la liberté, mais la liberté est limitée. Vous n'avez pas de liberté de me gifler. Donc vos libertés est limitée. Donc voilà les choses que les Camerounais doivent comprendre. So people should not come here and give impression of what they understand by democracy or what they want to say, which me, I don't concur with them, but I respect their opinion. Even here when we talk about intellectual, I still feel that some people are limiting intellectual to as they will say in French, les intellectuels ne se limitent pas aux universités, hein? Because the impression I got here is that they want to limit it to university. Because many of them say that they don't want to limit, express their mind because their career will be this, their career will be that. No, we have people that are intellectual and they give their opinion. And as I earlier said, we are in liberty. Pourquoi vous limitez cet appel à une simple opinion? Pourquoi vous limitez cet appel à une simple opinion? Parce que c'est une opinion de 32 personnes. Et on a milliers de ceux qui disent que le chef de l'État peut rester. Donc on est dans la démocratie, on respecte leurs opinions, mais il faut que ces 32 personnes ne pensent pas qu'eux sont en train d'imposer les opinions. Ça peut être jeté ou accepté, c'est ça la démocratie. Ils ont bien employé les mots, demander. On doit apprendre pour connaître que l'opinion, c'est l'opinion, ça peut être accepté ou refusé. Et surtout, tant que ça sort d'une minorité de 32 personnes qui n'arrivent pas, je répète encore, 0,0,0 des intellectuels. On ne peut pas prendre 32 personnes pour dire les intellectuels. Mais on a plus de 1 million d'intellectuels au Cameroun, beaucoup. Dépendez de ce que vous prenez d'intellectuels, mais on en a. Roland Tapi a sûrement des leçons à tirer de l'histoire politique du Cameroun concernant les transitions de pouvoir et la longévité au pouvoir. Ce ne serait pas de l'inédit si le président Paul Biya décidait finalement de passer la main. Oui, comme le souhaitent certains intellectuels comme
Le communicant du RDP se tient à ce qu'on dise. Oui. Mais je vais d'abord rappeler que ce n'est pas, dans ce contexte, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Il y a ce qu'on appelle dans la société des symboles, des icônes, qui peuvent ne pas être nombreux, mais représenter quand même des idéaux qui, qu'on le veuille ou pas, portent. On aura beau utiliser des termes en français ou en anglais pour essayer de minimiser un certain nombre de choses, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est pas n'importe qui se lève pour réfléchir déjà sur ce qui se passe pour la gestion du pays, pour proposer des solutions par rapport à ce qui va arriver. C'est pas n'importe qui se lève pour dire que ok, pour ce qui est de la transition justement, on ne peut pas de manière digne, éloquente, penser que s'éterniser au pouvoir, c'est ça la bonne des choses à faire. L'histoire de ce monde nous apprend aujourd'hui que le président le plus adulé, il est décédé malheureusement au monde, il s'appelle Nelson Mandela. Il a fait un mandat. Quand il est sorti de prison après 27 ans, il a été le président de l'Afrique du Sud. Et 5 ans après, effectivement, il y avait, je vais dire, d'autres intellectuels, laudateurs, puisqu'il en existe partout, qui lui demandaient de se représenter. Il a dit non, justement. Moi, je pense qu'en 5 ans, j'ai pavé le chemin, j'ai montré la voie à suivre et je passe la main pour que les autres avancent avec cela. Il est rentré dans l'histoire par la grande porte. Il est aujourd'hui une icône. Il a même, avant de mourir, créé avec d'autres sages du monde ce qu'il a appelé le Golden Elders. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les anciens qui ont géré les pays ou bien les institutions à un certain niveau et qui se sont retirés à temps et se positionnent désormais comme des leaders d'opinion, les éclaireurs, prêts à donner leur savoir, leur expérience pour, gérer les conflits là où il y en a, pour donner de l'espoir là où il y en a. C'est ce qu'on attend des personnes qui ont mis un certain temps à un certain niveau de fonction. Aujourd'hui, le président Paul Biya Séré, je dirais quoi, une valeur camerounaise pour nous, s'il était en retrait et donnait des conseils par rapport à ces choses qui vont passer. Sa position au pouvoir aujourd'hui, malheureusement, ne lui est pas favorable du tout. Du tout. Qu'on le veuille ou pas. Et ça n'a rien à voir avec le militantisme, ça a à voir avec le bon sens. On dit souvent qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce que il y a ce qu'on appelle, le seuil de compétence. Quand vous entamez une activité, je veux dire une fonction que vous occupez dans les 5 ans qui suivent, dans les 10 ans maximum, vous avez atteint votre summum de compétences de ce que vous pouvez donner là-bas. Ouais. Et des pays comme les États-Unis ont compris cela, c'est pour ça qu'ils limitent le mandat à 8 ans maximum, parce qu'ils estiment que un premier mandat de 4 ans, un deuxième de 4 ans, ça fait 8 ans. L'être humain normal qui travaille pour le pays a forcément donné le maximum qu'il pouvait donner. Il peut se retirer pour rentrer dans le panthéon de l'histoire du pays. Et c'est pour cela qu'effectivement, dans tous les pays, même au Cameroun, les anciens présidents ont un statut particulier, un statut d'honneur. Ce sont des membres d'office d'une institution comme le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que c'est quand même l'institution qui regroupe des gens qui sont supposés être dotés d'une sagesse. Les anciens présidents rentrent directement dans ce genre d'institution parce qu'on sait qu'ils ont des choses à donner. Mais quand vous vous éternisez au pouvoir, malheureusement, fatalement, vous commencez à scléroser d'abord les choses autour de vous et qu'on le veuille ou pas, on arrive à des situations grippées comme celle qui est là aujourd'hui, et à ce genre de cacophonie auquel on assiste, parce que ce n'est pas nous qui les disons. Ceux qui sont partis du gouvernement ont clairement dit Paul Biya ne gouverne plus, on ne le voit plus. Et le désordre qu'il y a autour de lui maintenant le montre très bien. Vous allez voir pendant qu'un ministre dit une chose, l'autre dit une autre. Ou un autre sort pour clouer sur la place publique son collègue. Soit sous la casquette de militant, communicateur du parti, soit sous la casquette de porte-parole du gouvernement. Et pendant qu'un autre membre du gouvernement est en train de réunir membres du gouvernement et parlementaires
pour leur parler de la candidature de Paul Biya, il y a le secrétaire général du parti qui sort de son côté pour réunir les gens pour dire la même chose. On ne s'entend plus tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est lui qui devait frapper la main sur la table. Il n'est plus là. Il laisse donc la place à tous ces désordres tout autour. Ce n'est pas tout à fait à son honneur, malheureusement. Si c'était retiré et laissé la place aux autres, il serait aujourd'hui vénéré comme un ancien président honorable. La dernière question de sortie de ce plateau, Cissé Bamanga, quel serait d'après vous l'impact d'une nouvelle candidature de Paul Biya? Je veux qu'on apprécie que ce soit dans le sens positif ou négatif. Déjà, je veux dire au président de la République, son Excellence Paul Biya, à travers vos caméras, que la vieillesse est un naufrage, ça vient de Victor Hugo. Et je vais aussi dire à ceux-là qui se battent aujourd'hui pour vouloir prendre la place, que ce soit dans la légalité, dans la légitimité, ou alors même dans l'illégalité, au-delà des murs de l'intelligence, la vie est définie. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse une zone rouge de turbulence. Et je l'ai dit dans d'autres médias, les amis du Cameroun, les pays amis du Cameroun, ont proposé au dernier siècle du chef de l'État de ne pas accepter la candidature du chef de l'État. Nulle part dans le monde entier, un monsieur qui a 93 ans ne peut vouloir prétendre encore dire qu'il va être aux affaires. Parce que même le Seigneur l'a dit dans la Torah, il l'a dit dans le Coran, plus je vous augmente de l'âge, plus je vous réduis la force. Ce sont des écrits. Et c'est écrit, ça a été écrit que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va être président. Il va tout donner à un moment, il va partir. Il est temps que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a lui-même dit que ce mandat ne sera pas comme les autres mandats, qui a lui-même dit que la transition générationnelle va se faire, qui a lui-même dit que le moment venu va nous annoncer s'il va aller au village. Son Excellence Paul Biya, s'il vous plaît, c'est un jeune qui vous parle. Je pense que vous avez tout donné. Il y a beaucoup de jeunes dans notre pays, très talentueux, qui peuvent continuer le combat que vous avez commencé. D'ailleurs, vous avez commencé ce combat très tôt. Vous avez tout donné. Remettez-nous le pouvoir à la jeunesse dont vous pouvez choisir, parce que vous êtes un homme sage, que ça soit dans l'opposition, que ça soit à l'intérieur du CPDM, que ça soit, je ne sais où, il y a des Camerounais qui ont des valeurs bien connues. Dieu seul sait dans la diaspora combien il y en a qui peuvent continuer le combat. Parce qu'aujourd'hui, on a trop peur. Je vous dis, chères dames, si on force cette candidature qui peut passer, elle va se casser en chemin. Parce que les Camerounais en ont marre. Aujourd'hui, on n'est plus d'accord avec cette candidature. Le président Paul Biya a été parmi les personnes les plus aimées dans ce pays. On l'a aimé, on l'a adulé. C'est un beau mec, c'est un monsieur qui était là, il faisait du vélo, il faisait tout ce qu'il faisait. On a vu. Aujourd'hui, on pense que c'est de trop cette candidature. Moi, nous, à l'Alliance républicaine, on dit à la jeunesse, ouvrons les yeux, fermons les 2 premières pages de la construction de notre pays, ouvrons la 3e page qui va se faire avec des nouvelles personnes de tous les partis politiques. Et voilà pourquoi je dis que s'ils sont sages, comme ils ont refusé eux-mêmes de faire un congrès, de faire un comité central, de faire un bureau politique qui va décider de qui va être candidat, suivez mon regard, le Cameroun n'a pas besoin de ce que d'autres pays ont connu. Ce qu'on a besoin, on a besoin que la bénédiction continue. Brice? Juliana, ce que vous devez savoir, c'est que la candidature du président Paul Biya ne gêne en rien le MRC. Au MRC, nous n'avons pas peur de la candidature de M. Biya. Je souhaite également que mon frère et ami Cissé retire le mot choix. En démocratie, on ne choisit pas son successeur. On l'avait choisi, hein. Jusque-là, les 2 premiers présidents du Cameroun étaient choisis. Il n'était pas en démocratie, il n'était pas la démocratie. Aïdjo a été choisi, Paul Biya a été choisi. Je souhaite, puisque vous avez parlé de démocratie, que vous retirez le mot choix. En démocratie, il n'y a pas un choix à faire. En démocratie, l'élection est le seul et unique moyen pour arriver au pouvoir. Et c'est ce que nous prenons au MRC. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de l'alternance dans la paix et par les unes. Juliana, aujourd'hui, ce que les Camerounais ont besoin, si vous ne le saviez pas, un candidat qui peut apaiser les cœurs. Parce que ce régime a laissé tellement de plaies. Les Camerounais ont besoin d'un candidat qui peut travailler pour le progrès social et dont la répartition se fera dans toutes les régions. Que vous soyez d'une région reculée ou alors d'une région centrale,
un peu appelée région citadine, vous devez avoir droit à ce que vous méritez. C'est entre autres ce que les Camerounais veulent. Et celui qui est à même d'assurer ou alors donc de jouer ce rôle pour l'intérêt général de la population, c'est le professeur Maurice Kamto, candidat de l'Alliance politique pour le changement. La période de campagne n'est pas encore ouverte, Brice. Robert Kedia, une candidature de Paul Biya ne serait pas sans impact. Une nouvelle candidature, j'allais dire. You see, we are talking about the choice of the people. We saw youth in all regions coming out, asking the head of state to be candidate. We saw imam, we saw traditional rulers. It's your opinion. We're in democracy and many people do support that. And that is it. Let's talk about the 32 intellectuals. They came out right, and their problem was the candidacy of President Paul Biya, right? Why did they not propose any other alternative to tell the people that vote but this person? They didn't do that right. They just decided to attack but one person to disqualify him by giving their own reason, thereby breaching the foundation of the same democracy we are talking about. You see, when my co-panelist here was talking about democracy and the example he gave, we Africans, we should try to learn and understand what the manipulation the white man is doing. The white man, when they don't want you, they call you dictator like they did to Muammar Gaddafi. I'll give you two examples of people. We have Robert Mugabe and we have Nelson Mandela. These two fought for apartheid in their country. Robert Mugabe went to prison for 10 years. Nelson Mandela went to prison for 20-something years. When the two of them came out, Robert Mugabe seized all the land from the white people and gave the black that it belongs to them. The white, the Europeans or the West, they call him dictator. When Nelson Mandela came out and allowed all the land to the white people, the white man, they call him a very good leader. So I just want us to be very careful when we praise people, because the white man has praised these same people. Coming back to Cameroon, we are in democracy. Everybody has his opinion, and the only solution is the polling station for Cameroonians to vote. And nobody has the right to attack somebody's candidacy based on any aspect that the Constitution of the Republic does not consider it as illegality. Roland Tapi, la candidature de Paul Biya serait-elle sans impact finalement? Elle aurait forcément un impact négatif, il faut le dire tout simplement, parce qu'il faut visualiser ce qui va se passer si le président de la République, au cas, parce qu'on se présente à l'élection pour gagner, et si le président se présente à l'élection et gagne, ça veut dire qu'on sera dirigé dans 7 ans par un président qui a 100 ans et qui est invisible depuis au moins 7 ans, parce que même ses propres membres du gouvernement ne le voient plus. Alors, est-ce qu'on va continuer à accepter qu'un pays soit géré par procuration? Rendez-vous compte que dès son élection en 2018, immédiatement, elle a signé on appelle ça quoi, une délégation permanente de signature à son secrétaire général, en précisant que le bénéficiaire devrait lui-même discriminer ce qu'il peut porter à son attention. Ça veut dire que même depuis là, il n'avait plus la force, comme on dit, de pouvoir gérer, de courir partout, d'aller voir s'il y a une inondation au nord, si la route s'est effondrée à Santa, quels sont les populations, être compatible avec ces populations. Il n'a plus cette force-là. Il est de bon temps qu'ils disent, OK, j'ai fait mon temps, j'ai fini ma course et j'attends maintenant ma couronne auprès de l'Éternel. Merci Roland Tapi, Brice Djolako, Robert Kedia et Cissé Bamanga. On attend les retombées de cette correspondance adressée à Paul Biya pour lui demander de ne pas se représenter par le collectif d'intellectuels patriotes pour le Cameroun. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie ce soir. On prend rendez-vous demain vendredi 19h30 pour une autre édition sur le grand plateau sur Balafon Télévision. Bonne fin de soirée à tous. This